Depuis plusieurs années, la ville de Baie-Saint-Paul travaille pour trouver des solutions à l'augmentation des gaz à effet de serre. L'idée de la biomasse forestière est survenue dans l'optique de chauffer l'ancien hôpital. Il y avait l'ancien hôpital qui était ici, qui utilisait des grosses chaudières au mazout, puis pour lequel ça avait été discuté là, justement d'y aller vers une conversion en prenant l'hôpital comme grosse source d'énergie là, pour alimenter ou utiliser la biomasse. Avec l'acquisition de Maisons-Mères en 2017, il est devenu urgent et nécessaire de convertir le système à l'huile et électricité par un système à combustible carboneutre. Objectif premier, réduire la consommation d'énergie dans le bâtiment. Puis, objectif second, faire la conversion du système à l'huile et l'électricité vers le système de chauffage à la biomasse. Le rajeunissement de certaines structures, telles le toit et les fenêtres, a permis d'éliminer certaines pertes de chaleur. Le but, avec la centrale à la biomasse, c'est de permettre un contrôle des pompes et des chaudières de façon automatisée et de permettre à d'autres entreprises d'en bénéficier ultimement. Le copeau de bois est livré directement à l'usine et est déposé sur un convoyeur qui achemine le combustible à la chaudière. Cet appareil chauffe de l'eau qui est redistribuée dans des serpentins pour poursuivre sa route dans des tuyaux souterrains. Ultimement, l'eau chaude se rend dans les radiateurs en fonte de Maisons-Mères et chauffe tout le bâtiment. L'approvisionnement en copeaux de bois se fait grâce aux résidus de bois non utilisés par les scieries ou les entreprises de construction. À Baie-Saint-Paul, on parle d'un partenariat avec l'entreprise Cedreco, une scierie de Saint-Aimé-des-Lacs. C'est quand ils délignent leur bois, fait que c'est les croûtes, si on veut, là, qui font le tour du tronc, qui sont passées au broyeur, puis qui sont entreposés, lui, sur place dans un entrepôt couvert. Puis après ça, quand on va avoir besoin de copeaux pour remplir la centrale, on les appelle, ils nous amènent une livraison. Ils déposent ça dans notre réserve à copeaux. Puis après ça, le cycle qu'on a vu tantôt là, se met en marche. Là. On amène le copeau, on le brûle, puis on produit de l'eau chaude en continu pour chauffer le bâtiment. À compter du 1er novembre, le système de chauffage de Maisons-Mères sera mis à l'épreuve pendant 3 jours afin de vérifier l'efficacité du réseau. Élisabeth Pailleur pour TVCO. Simard Suspension fait maintenant partie des entreprises innovantes grâce à la récente acquisition d'un outil performant, le robot soudeur. L'entreprise qui a vu le jour dans les années 30 a fait sa place dans le milieu des systèmes de suspension et de direction pour camions, notamment par son expertise et son constant désir de se distinguer des autres concurrents. Pour être à la fine pointe de la technologie, les employés ont dû suivre une formation de soudeur-monteur afin de comprendre le fonctionnement de l'appareil et arriver à l'utiliser correctement. C'est vraiment différent d'un soudeur. Je te dirais que nous, notre tâche, c'est vraiment de regarder comment est-ce qu'on va souder notre pièce pour arriver vraiment dans les tolérances aussi, dans les déformations. Au niveau du soudage, c'est vraiment qu'il faut que tu ailles indiquer au robot tous les points où aller. Il faut que tu rajoutes des options dessus. C'est vraiment comme écrire un texte, mais en beaucoup plus compliqué en termes de compréhension, je te dirais. Laser, bras automatisés, constance et polyvalence sont quelques-unes des particularités qui rendent le robot de fabrication indispensable en 2021. Dans le fond, on peut faire autant de pièces qu'on veut. Il s'agit juste d'avoir des bons gabarits. Le plus compliqué, d'après moi, c'est de concevoir les gabarits pour fixer la pièce, pour que le robot répète ce qu'on lui a enseigné. C'est comme un montage, puis le gabarit, il fait tenir les pièces ensemble, comme un casse-tête. Et puis ça, le robot, il soude toute la pièce. Ça nous permet de supporter la cadence. Les ventes de l'entreprise atteignent des niveaux jamais égalés auparavant. Puis sans cette capacité de fabrication-là supplémentaire, aujourd'hui, on devrait soit envoyer des contrats à l'externe pour faire de la fabrication
ou carrément perdre des jobs en offrant des délais de livraison qui n'auraient pas de bon sens parce qu'on fonctionne déjà à pleine vapeur. Donc, c'est une capacité de production supplémentaire qu'on s'est donnée avec l'intégration de cette machine-là. David Tremblay, président à Simard Suspension, tient à mettre en valeur l'équipe responsable des opérations en soulignant l'arrivée de la première machine autonome de fabrication. Ce qui me rend particulièrement fier, c'est de voir que les membres de l'équipe ont réussi à l'intégrer dans notre contexte de production puis en faire un actif rapidement. Les gars se sont virés de bord, ils ont reçu de la formation sur cet équipement-là. C'est eux autres qui l'ont sélectionné d'abord, ils ont participé au processus d'achat. Ils l'ont configuré avec le fabricant pour qu'il réponde bien à nos besoins. Ils ont reçu la formation pour l'opérer, puis ils en ont fait une machine de production qui est aujourd'hui indispensable là, pour nos opérations. Cette haute technologie est-elle comparable au métier de soudeur? Un peu, mais sans vraiment faire la soudure. C'est plus au niveau de la programmation que là, les programmeurs vont faire qu'est-ce que le soudeur ferait. Nous, en tant que tel, quand on met les pièces dans le robot, c'est juste de faire un assemblage puis que tout soit à sa place, en fait. Là. Mais sinon, c'est pas vraiment comme un travail de soudeur, c'est plus un travail de manufacture. Cette nouvelle acquisition permettra d'augmenter le rendement et de faire travailler les gens de la région. Un aspect important pour le président de Simard Suspension. Définitivement, ça permet, de valoriser les emplois existants parce que les gens que vous avez rencontrés ici, à partir du contremaître de l'usine jusqu'aux opérateurs, c'est des gens qui ont reçu des formations de soudage-montage, c'est des gens qui ont vu leur rôle et responsabilités évoluer dans l'entreprise au fil du temps. Et puis, c'est valorisant pour eux de pouvoir se mettre à niveau au point de vue technologique. On n'a rien à envier aux entreprises de haute technologie avec cet équipement-là aujourd'hui. Donc, on est en mesure de pouvoir rivaliser avec les meilleurs. Un avenir prometteur pour l'entreprise familiale qui demeure attachée à son patrimoine et poursuit sa mission en transmettant ses valeurs de travail d'équipe, d'excellence et d'engagement. Élisabeth Pailleur pour TVCO. Les moulins ont été, de l'époque de la Nouvelle-France jusqu'au 19e siècle, le principal moteur du développement économique dans le Canada français. Les moulins étaient, la pierre angulaire était comme l'essentiel de la vie. Pas de moulin, pas d'alimentation de base, pas de vie. Les temps ont bien changé. Ce qui n'empêche pas certains moulins de connaître une expansion importante. C'est le cas de la Société Pierre du Moulin, un regroupement de 7 associés de Charlevoix, qui vient de créer, avec une société française, les Moulins Associés, une nouvelle société qui sera connue sous le nom de Moulins de Charlevoix. J'ai trouvé que ce partenariat avait du sens, parce que c'était des amis de longue date, deuxièmement parce qu'on avait déjà 10 ans d'expérience avec une compagnie commune de gestion de grains, donc de grains qui sont produits ici au Canada et qui sont expédiés dans leurs moulins en France. Et surtout, moi je considère que ces amis-là, ce sont aussi des mentors. Ce sont des gens qui ont notamment un moulin sur Meule de Pierre qui est le plus grand moulin mondial, 19 paires de meules. Ces gens-là, ils ont 20 ans d'expérience de plus que nous. Avec toute cette expertise, on va pouvoir assurer le développement de l'entreprise ici. On fait toujours la même mission d'entreprise, ça veut dire de faire de la farine avec des grains locaux qui sont cultivés en agriculture biologique. Et de faire de la farine sur meule de pierre, c'est ce qui caractérise ce moulin-là. Le développement du moulin de la Rémie représente une bonne nouvelle pour les producteurs locaux. Donc, à mesure que le moulin se développe, il a besoin de plus de grains. Ça amène aussi une relation avec un sentiment d'appartenance. Parce que moi, les agriculteurs, je les reçois ici au moulin, puis ils voient la farine, puis ils sont capables d'aller manger une pizza à l'hôtel Germain qui est faite
avec de la farine qui sort d'ici, ou de manger un pain de chacun son pain qui est fait avec de la farine d'ici, ou d'aller dans un restaurant qui travaille notre farine en multiples façons, en cuisine, etc., en galettes, en crêpes, tout ce que vous voulez. Donc il y a un sentiment profond d'appartenance. Selon Rudy Lexet, le développement d'une région comme Charlevoix doit s'accompagner d'un certain rayonnement commercial. Pour enrichir une région, il faut amener des devises qui viennent de l'extérieur. Ces devises-là, c'est les ventes de produits finis qu'on peut faire. Donc moi, si je prends l'exemple de notre boulanger local, qui est Jean-Christophe Lamontagne avec la boulangerie Chacun son pain. Le père de Jean-Christophe, présentement, il est chez Sobeys. Donc on va parler de Marché Tradition, IGA, on va parler de Rachel Berry à travers le Québec. Avec le retour en force des économies régionales, plutôt que métropolitaines, peut-on aller jusqu'à penser que le moulin reprendra la place économique centrale qui était la sienne au début de la colonie? J'espère, j'espère. C'est ambitieux. C'est des paroles qui sont extraordinaires, qui sont ambitieuses. Mais c'est exactement ce qui s'est passé en Europe aussi. Hein. Je veux dire, toutes les productions ont été centralisées dans les grands centres urbains. Et puis, de plus en plus, même en Europe, et ici, j'espère qu'on va devenir le moteur de bien d'autres projets aussi. Hein. La collecte des matières résiduelles est maintenant chose courante dans les municipalités du Québec et notre journaliste, Élisabeth Tailleur, nous a préparé un reportage pour nous indiquer comment ça se passe et qu'est-ce qui se passe par la suite. On l'écoute. Nous sommes mercredi matin. L'équipe de Matrec se prépare à débuter la journée. Vérification de l'état des camions et de l'équipement de sécurité. Bottes, crampons, dossards. Après une bonne inspection, il y a beaucoup d'équipements, il y a de l'hydraulique, il y a beaucoup de choses à vérifier avant de départ pour être sûr de ne pas avoir le moins de problèmes possible sur la route. Là. Une fois son inspection terminée, remplir son rapport d'inspection adéquatement. Une fois que tout ça est fait, il va vérifier son équipement avec lequel il travaille, le bras qui ramasse les bacs, s'il n'y a pas de fuite, si tout fonctionne là, normalement. Quand tout ça est vérifié, ses lumières de travail aussi, évidemment. Là. Puis quand tout ça est vérifié, il est prêt à partir. Là. Il est venu me consulter, je lui ai dit sa route. Pascal Marié, chef d'équipe du fournisseur de services, affecte les secteurs et les routes aux employés tous les matins. À Baie-Saint-Paul, on retrouve 2 types de collecte, ce qui nécessite des camions différents. Il y a les collectes résidentielles. Ça, c'est la collecte résidentielle, c'est tous les petits bacs, les bacs de le porte-à-porte, les bacs de maison. Après ça, on a les conteneurs à chargement avant. Ça, c'est la collecte commerciale qui se fait avec un autre type de camion. Puis on a la collecte là, avec des boîtes de 40 pieds, des boîtes roll-off. Ça, c'est le secteur commercial, les éco-centres. Dans Charlevoix-Ouest, on calcule en moyenne avoir récupéré 2000 tonnes de matières recyclables dans la dernière année. En plus d'être considérés comme travailleurs essentiels, plusieurs enjeux guettent les éboueurs lorsqu'ils sont sur la route. Il y a beaucoup de choses à surveiller, là. Souvent, en bordure de rue, il y a souvent des objets qui sont proches des bacs. Ça en premier lieu, c'est une chose qu'il faut vraiment surveiller beaucoup. Ça peut être des objets, ça peut être des personnes en période de fort achalandage, là. Les clignotants, ces lumières de travail, vraiment faire ces stops là, vraiment comme il faut. Il faut avoir un peu la tête partout là-dedans, comme un peu quand on a été faire un tour tout à l'heure. Il y a plusieurs caméras, fait qu'il y a plusieurs points de vue. Un système de GPS est utilisé pour suivre en temps réel les chauffeurs qui opèrent dans les différents secteurs. Ma patronne qui en a un là, à son bureau. Moi, j'ai mon application mobile. Je suis capable de suivre les camions là, en temps réel. Là. Je peux aller le chercher sans même l'avoir averti. Je peux arriver. Puis s'il est brisé, je vais savoir il est où. J'ai les codes moteurs aussi sur l'application que j'ai. Fait que quand le chauffeur m'appelle et qu'il me dit qu'il y a un problème, je suis capable d'aller voir tout de suite. Avec le code, ça concerne quoi? Si je peux le laisser rouler ou s'il faut que je fasse arrêter le camion.
En 2021, le budget total des opérations en collecte de matières résiduelles s'élève à 3 380 781 $, ce qui représente une augmentation de 9 % en 2022. Au niveau de la quote-part pour la collecte des déchets, c'est 1 622 486 $ qui est rechargé aux municipalités. Au niveau de la matière recyclable, c'est 25 566. Et au niveau des écocentres et collecte des bacs bruns, c'est 1 038 816 $. Donc ça, c'est les montants qu'on recharge aux municipalités et qui sont facturés dans les comptes de taxes là, des citoyens. Une journée de travail peut rapidement s'allonger, confie Pascal Marié. L'hiver, ça baisse un peu. Il y a moins il y a autant de résidents, mais il y a moins de commerciaux un peu. Il y a moins de touristes. L'été, ça roule beaucoup. L'été, les gars vont faire plus d'heures un peu, là, surtout le printemps. Là, quand on arrive en dégel, le monde font le ménage de terrain. Ça, c'est beaucoup de travail. Là. On peut parler des journées là, l'été là, de 10 à 10 et 12 heures. Il existe différents endroits où les camions déchargent les matières résiduelles. La récupération, c'est ici, en arrière de nous, dans l'entrepôt qui est là. Nous autres, la récupération, voit ici, elle est chargée dans un trailer de vanne, puis montée chez Via, à Lévis. Puis les déchets, c'est sur le site de la MRC à Sainte-Placide. C'est juste un site de transfert, c'est dompé on appelle ça des transtors. Puis après ça, ça dompe dans un trailer de vanne aussi. C'est monté à Saint-Rosaire, là, dans une dompe qui est là-bas. Est-ce que les matières recyclables sont bel et bien disposées de façon adéquate? Bien, la société VIA, c'est un organisme à but non lucratif. Donc, eux, avec les surplus d'argent qu'ils ont, ils investissent vraiment dans leur centre de tri. Donc, la machinerie est à jour. Ils sont beaucoup... comment dire ça, ils ont beaucoup de lecteurs optiques, c'est vraiment un tri mécanisé, beaucoup. C'est sûr qu'ils ont des employés aussi, donc l'important pour eux, c'est vraiment la qualité des matières. Donc, c'est vraiment un bon centre de tri qui travaille fort pour avoir des matières de qualité. Et la plupart des produits sont revendus aussi au Québec, ce qui prouve que c'est des matières de qualité, parce que souvent, quand ça s'en va à l'extérieur, c'est que les matières sont moins bien triées. Plusieurs solutions sont proposées par la MRC de Charlevoix afin de sensibiliser les citoyens au tri des matières recyclables. Ce qui est important à se rappeler au niveau du recyclage, c'est que ce sont des contenants, des emballages, des imprimés et des journaux seulement. Donc, si la matière que vous avez, c'est un jouet, bien, c'est pas recyclable parce que ça ne fait pas partie là, de ce que je viens de vous énumérer. Donc, même s'il y a le logo recyclage dessus, on ne peut pas le mettre dans le bac bleu. Donc, c'est sûr que nous, on essaie de sensibiliser le plus possible la population. C'est pas toujours facile parce que c'est pas partout uniforme au niveau de la province, mais présentement, le gouvernement travaille à moderniser tout le système de collecte sélective. Donc, bientôt, d'ici 2025, tout l'ensemble du Québec va récupérer les mêmes matières. Vous voulez en connaître davantage sur le sujet? Rendez-vous sur le site de votre municipalité ou consultez le site de la MRC. Pour le commun des mortels, une tempête de neige signifie sortir la pelle et le balai à neige. On oublie souvent qu'à cette période, un véritable chantier de nettoyage prend forme. À Baie-Saint-Paul, le travail commence la veille d'une tempête. On commence avec les prévisions météo, avec les radars. On regarde un peu qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines heures. Exactement. Ça, ici, c'était dans le coin de Léo-Cochon. Et nos équipes rentrent toujours en fonction environ 1 heure avant le début prévu de la tempête. Les employés vérifient les camions, le matériel et quittent le garage municipal au début de la tempête. Au moment que les précipitations commencent, les véhicules, soit de l'entrepreneur ou de nous, sont sur la route. L'inspection peut prendre environ une vingtaine de minutes avant de commencer à pouvoir rouler. Naturellement, un coup que l'inspection est faite, il y a toujours le chargement qui est fait. Donc, on a un pit de sable dans la cour qui nous permet de remplir les camions. Le sable que nous utilisons est un sable
qui est à une proportion de 95 de sable et 5 de sel. On n'a pas de secteur prédéterminé par rapport à la priorité, à part naturellement les côtes comme Côte de Pérou, Côte de Sainte-Croix, ces endroits-là où est-ce que c'est davantage problématique. Mais on n'a pas nécessairement, chacun a son secteur à faire et un secteur prend environ 3h30 à 4 heures pour faire le tour complet de son secteur. En début de tempête, c'est l'épandage du sable qui est priorisé pour rendre la neige granuleuse et permettre une meilleure adhérence au sol. Nos charrues sont calibrées pour épandre un pourcentage de sable selon la vitesse que nous roulons. Donc, on peut l'ajuster en conséquence des températures, en conséquence également là, du climat comme tel. Là. Naturellement, si on a une neige qui est plus mouilleuse ou que c'est pluvieux moindrement, on va peut-être changer notre taux d'épandage en conséquence de ça. Parfois, pendant 2 ou 3 jours d'affilée, les employés ramassent l'excédent de neige en s'assurant de libérer les bornes fontaines et de libérer les garde-fous notamment. Cette année, le coût total des opérations en déneigement, incluant la masse salariale de la ville, les contrats urbains et les aléas de la météo, s'élève à 1 600 000 $, ce qui représente une augmentation de 4,5 % en 2022. Travailler sur la route est souvent compliqué. Il faut être à l'affût des changements de température et du dénivelé de la route. On a ce secteur, comme on pourrait parler comme au Cap-aux-Raies, entre autres, où on a des secteurs qui sont vraiment très serrés. Nos opérateurs doivent faire très attention parce que des fois, c'est difficile de rencontrer un véhicule à ces endroits-là. Donc, la vitesse utilisée est beaucoup moindre, donc on roule beaucoup moins vite. On travaille moins avec l'aile de côté à certains égards également. Donc, c'est une adaptation que nos conducteurs ont besoin de faire là, à chaque fois qu'ils passent à ces endroits-là. C'est un domaine exigeant, selon Alain Cagelet. Avec des quarts de 12 heures le jour ou le soir, les chauffeurs doivent rester concentrés, peu importe la situation. C'est demandant au niveau psychologique, parce qu'on s'entend pour dire qu'une tempête de neige, où est-ce que on a une neige abondante, naturellement, le conducteur peut être là 12 heures dans son camion. Donc, sur les 12 heures, ils vont peut-être travailler 11 heures, mais n'empêche qu'il va être plusieurs heures là, d'affilée à rouler. Et on parle de garder une concentration en tout temps, étant donné qu'il y a toujours le danger de la route d'une manière ou d'une autre, les autres véhicules qu'il va rencontrer, les obstacles que nous avons ici et là. Donc, oui, ça prend une très bonne concentration pour travailler sur un camion de déneigement. Le nettoyage terminé, l'équipe est prête pour la prochaine tempête. Elisabeth Pailleur pour TVCO. L'hydromel est un breuvage alcoolisé à base de miel et une usine de production verra bientôt le jour à Baie-Saint-Paul. Elisabeth Pailleur nous a préparé un reportage. De l'hydromel, tout droit sorti du miel de milliers d'abeilles de Charlevoix, c'est la mission que s'est donnée l'équipe d'Hydromel Charlevoix. On cherchait à faire un alcool le plus écologique possible. Donc, quelque chose qui ne va pas exploiter les terres, qui ne va pas exploiter de l'eau. Donc, nous, avec les abeilles, bien, on a un travail qui est juste positif sur l'environnement. Donc, on s'est dit, OK, on se lance dans le miel. On ne savait pas nécessairement quel produit faire au départ. Okay. Donc, on est allé, on a lu là-dessus sur c'est quoi les vins de miel, c'est quoi les spiritueux de miel. Il y a un boom en ce moment aux États-Unis. Donc, c'était assez facile, là, par mes recherches, là, de trouver un peu comment faire. Puis avec le COVID, l'année passée, on a comme manqué notre année. On était supposé construire l'année passée. Okay. Puis on a comme passé tout droit. Fait que là, c'est vraiment l'année que tout ça passe. Là. On va être prêt pour l'été, puis on est vraiment blindés. Un projet ambitieux qui anime les deux copropriétaires depuis quelques années déjà, ce qui leur a permis de développer leur style et leurs produits. Puis c'est ça. Fait que là, à force de faire des recherches, on est arrivé, là, je dirais, avec au moins là,
3 vins différents qu'on peut faire, puis 3 spiritueux aussi. Donc, les spiritueux, si on parle d'un gin, une liqueur de miel, puis une eau-de-vie de miel. OK. Alors, ça fait une belle gamme de produits. Puis nous, c'est des petits lots, donc on va faire des choses assez différentes toujours. Par exemple, ici, là, on est au centre canin le Loup Blanc. Ouais. Puis les fleurs ici sont pas pareilles que celles qu'on a à Rivière-Malbaie ou qu'on a à Saint-Hilarion. Donc, chaque rucher qu'on a va faire un vin complètement différent. Donc, nous, le but, c'est de faire des produits comme ça qui vont refléter là, le terroir de la région dans dans nos différents ruchers comme ça. La zénitude est de mise lorsqu'on travaille avec ces petits pollinisateurs, car une ruche peut contenir jusqu'à 60 000 abeilles. Oui, bien une ruche là, peut monter à 60 000 abeilles environ, donc ça fait des grosses colonies. Donc il faut leur donner de la place. Ils sont à 2 boîtes en ce moment parce que là, il y a une belle explosion printanière en ce moment. Des fois, je fais mon élevage de reines, donc on fait des petites colonies aussi là, justement pour combler les pertes hivernales puis pour monter le cheptel. Fait que ça fait quand même des petites ruches plus à 20-30 000 abeilles. Ils produisent un peu moins de miel, c'est sûr, mais eux autres, c'est comme notre backup là, pour les années d'après. Les colonies de production, ça va faire en moyenne là, 40 kg de miel par ruche, ce qui nous permet quand même là, de faire beaucoup de produits. Là, on parle de 15 000 bouteilles pour la première année, avec 100 de notre miel qu'on a récolté là, les 2 derniers étés ici. Dès juillet, il sera possible de visiter la boutique Hydromel Charlevoix et de découvrir les secrets du miel jusqu'à la fabrication des produits alcoolisés. En fait, là, la bâtisse est faite comme un genre de gros rectangle avec comme 4 sections. En fait, nous, ce qu'on veut faire quand la pandémie va être finie, c'est faire des visites. On veut que les clients y arrivent, ils puissent, oui, goûter le spiritueux, mais également avoir une éducation par rapport au monde des abeilles, par rapport à comment on fait le produit, par rapport à comment on étiquette, par rapport à tout comment ça se passe, un peu en arrière de tout ça. Fait que c'est un peu comme une tournée. Les gens vont rentrer dans la salle principale. Par la suite, on va leur proposer d'aller voir dans l'entrepôt un peu comment ça marche, les abeilles et tout. Après, ensuite, c'est la salle d'extraction qu'on parle comment on extrait le miel. Puis sur le site, on va avoir des ruches aussi en démonstration. Fait que les familles, les gens vont pouvoir voir comment ça fonctionne, là, les petites ruches comme ça. C'est quand même intéressant de les voir s'envoler puis les voir apporter du pollen. Fait que les gens vont pouvoir revoir ça. Puis ensuite, on va continuer la visite pour aller faire visiter la salle de distillation puis la salle de fermentation. C'est là où Alexandre va faire les beaux petits produits qu'on va vendre avec amour. Leur souhait est d'arriver à être 100% autonome dans la production de miel charlevoisien et de garantir un goût unique pour chacun des produits. Là, moi, dans le meilleur des mondes, là, je suis prêt pour le début juillet. Là. Tout est prêt. Notre employé de boutique est déjà engagé. On est vraiment, on est quand même en avance sur le planning jusqu'à maintenant. Il faut que ça reste comme ça. Mais on est vraiment confiant là, que on va pouvoir accueillir des clients puis vendre nos produits dès cet été. Là, puis on voudrait là, tout écouler ce qu'on a, pas dans l'été, mais dans l'année. Si on pourrait tout vendre nos produits, là, ça serait fantastique. Élisabeth Pailleur pour TVCO.